Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le Cambréisien.tv. Alors cette semaine, on vous propose de commémorer le centenaire de la libération de Cambrai à notre façon, grâce notamment à 3 historiens locaux passionnés de leur ville et notamment de cette période de l'histoire de la ville. Alors comme vous le savez, les forces britanniques et les Canadiens en particulier ont libéré Cambrai le 9 octobre 1918. Pour placer le contexte de cette bataille ultime qui libère à Cambrai du joug des Allemands depuis septembre 1914. On va donc aller à la rencontre d'un passionné, donc je l'ai déjà dit, Pierre Pavy. Pierre Pavy, bonjour. Bonjour. Alors vous nous avez demandé qu'on soit ici devant ce monument. Alors quelle est la raison principale ? C'est le monument de la victoire et c'est la symbolique de toute la progression de l'armée française en 1918. C'est le rouleau compresseur avec l'armée britannique qui va repousser l'armée allemande progressivement sur ses bases de départ, c'est-à-dire le système Hindenburg, et qui va ensuite enfoncer ce système de défense allemand, amenant ainsi les armées alliées à la victoire de novembre 1918. Alors, qu'est-ce qui a décidé les Anglais à attaquer à la fameuse bataille des 100 jours ? Ce qui a décidé les Anglais à attaquer à cette fameuse bataille des 100 jours, c'est le fait que l'armée allemande a subi un important revers le 8 août 1918 aux portes d'Amiens, sur le secteur de Villers-Bretonneux. La deuxième armée allemande est enfoncée sur 12 km de profondeur et 20 km de large. Et ensuite, les Alliés ne vont pas cesser de maintenir leur effort, leur pression sur les différentes divisions allemandes. Notamment, à partir du 26 août, les Canadiens et les Australiens vont attaquer la 17e armée allemande sur la Wotanstellung et la Siegfriedstellung, c'est-à-dire sur Vis-en-Artois et en allant en direction de Péronne. La 17e armée allemande est contrainte de se replier progressivement sur son 3e système de défense, entraînant par là même le repli de la 2e armée allemande, la 18e et de la 9e. Les Canadiens vont maintenir la pression et finalement vont réussir à passer le canal du Nord, qui n'était plus un grand enjeu, le 27 septembre 1918, fonçant en direction de Bourlon, fonçant également en direction de Cambrai, qui sera, entre guillemets, libéré le 9 octobre 1918, mais la ville a été en grande partie incendiée volontairement par l'armée allemande. Bien, merci Pierre Pavy. On a vraiment tous les détails techniques de cette grande bataille des 100 jours. Maintenant, on va aller voir un petit peu les forces en présence, le côté un peu militaire de cette bataille avec un autre historien local. Je vous remercie Pierre et tout de suite, on va retrouver Bernard Delcert. Avec donc Bernard Delcert, un autre historien local, comme on dit, passionné de la ville et du Cambrésis et de cette période de la Première Guerre mondiale. Avec Pierre Pavy, juste avant, on a parlé du contexte qui a prédisposé la bataille des 100 jours. Mais alors on est, on va dire, au 9 octobre 1918. Que s'est-il vraiment passé ici à Cambrai ? Alors ce qui s'est passé à Cambrai, c'est qu'attaquer une ville est toujours extrêmement dangereux. Donc en fait, le commandement anglais avait décidé d'attaquer, donc de faire attaquer les Canadiens par le nord et les Anglais de la 3e division, dont la 42e division, attaquer par le sud. Et c'était encercler Cambrai, mais ne pas l'attaquer de front en fait. Sauf que les Canadiens, à 3 h du matin, ont traversé du côté des Côtes-d'Œuvre sur des ponts flottants et ils ont pris à revers les mitrailleuses allemandes. Et après, la 2e brigade canadienne, qui était francophone, est rentrée dans la ville. Et puis, après un rapide tour d'horizon, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait plus d'Allemands dans le... Tout le monde avait fui, quoi. Tout le monde avait fui. Et donc, en fait, le général Tremblay Tremblay, c'est un nom français. Oui, oui, tout à fait. C'est le seul général francophone qu'il y avait dans l'armée canadienne. Et il est rentré à cheval en ville accompagné du capitaine Boa. Et ça a fait sensation chez les Cambrésiens qui regardaient par les fenêtres ou par les soupiraux de cave. Donc il n'y a quasiment pas eu de combat ici même dans Cambrai, mais par contre de formidables incendies et destructions. Voilà, donc en fait les Canadiens ont arrêté un officier allemand et des incendiaires qui continuent à brûler la ville. Et puis ils ont combattu les incendies, hein. Donc les Royal Engineers canadiens se sont chargés d'éteindre les incendies. Et en fait il n'y avait pas de combat du tout dans la ville.
Alors, il n'y a pas que les Canadiens, il y a aussi les Anglais qui ont attaqué, mais d'un autre côté. Oui, donc la 42e division, les Anglais de la 42e division ont attaqué par le sud. Ils sont passés entre Noyelles-sur-Escaut et Proville. Et ils ont remonté en ville par le sud. Et à 4 h de l'après-midi, sur la place de Cambrai, les Canadiens ont rencontré les Anglais. Ici même, donc à quelques pas de cette place du 9 octobre. Voilà, bon, c'était pas du brouillard, c'était vraiment de la fumée, mais ils étaient bel et bien là. Alors, on va peut-être, pour résumer et conclure, dire un peu les forces en présence. En gros, ça représentait combien de divisions, de personnes? Les divisions canadiennes, elles sont de 22 000 hommes, dont 700 personnels du Royal Air Engineer qui se chargent de mettre les ponts, d'assurer la logistique. Chez les Anglais, il n'y a que 15 000 hommes par division et à peu près 600 Royal Engineers. Mais en réalité, ce n'est que quelques brigades qui sont rentrées. Donc les brigades, ça fait dans les 850 hommes à peu près. D'accord. Oui. Et il y a eu quand même quelques personnes malheureusement tuées lors de ces petits combats, entre guillemets? Non, en fait, il n'y a pas eu de tués. Disons que le pire danger qu'il pourrait y avoir, c'est de recevoir une cheminée sur le dos parce que les bâtiments s'écroulaient du fait qu'il n'y avait plus de bois de soutènement. Donc c'est le danger. Autre chose, c'est que les Allemands ont miné les rues et donc il a fallu rechercher après toutes ces mines qui étaient extrêmement dangereuses. Et c'est même lors de ces recherches qu'un Canadien est tombé sur une soude contenant des casques à pointe. Petite anecdote, on va dire amusante dans ce contexte un peu évidemment difficile. Bernard, merci beaucoup pour toutes ces explications. On comprend un peu mieux cette bataille de la libération de Cambrai. Et tout de suite, on va aller voir un autre volet, cette fois-ci du côté un peu cambraisienne et cambraisien, vécu avec notamment la fabuleuse histoire de l'abbé Tullier, avec Yves Petit, le 3e historien local de notre reportage. Alors, 3e volet de cette formidable histoire de la libération de Cambrai en octobre 1918 avec Yves Petit. Yves, bonjour. Bonjour. Un historien local passionné de sa ville et notamment son quartier Saint-Druon. Ah oui, c'est mon quartier. Alors, on imagine, on est le 7 octobre 1918. Qu'est-ce qui se passe ici à Saint-Druon? Le 7 octobre 1918, on approche de la libération de Cambrai. Les bâtiments ont été pulvérisés, pas tous, mais beaucoup ont été pulvérisés par l'artillerie alliée qui s'approchait de Cambrai pour... les Anglais qui bombardaient. Britanniques et Canadiens. Voilà, oui. Donc il y a eu beaucoup de dégâts, beaucoup de maisons, et de toute façon, les maisons étaient vides, puisque... Pourquoi? Pourquoi? Parce que depuis le 8 septembre, les Allemands avaient ordonné aux Cambraisiens de vider la ville. Il ne fallait plus personne ici dedans, mais certains, quelques-uns ont quand même resté. On en parlera tout à l'heure. Alors, les Allemands, par contre, étaient présents? Ah oui, forcément, les Allemands étaient présents. Il en restait encore? Ils ne fuyaient pas, non? Non, à ce moment-là, ils commençaient à fuir parce qu'ils voyaient bien que ça sentait mauvais. L'artillerie avait pas mal avancé. Ils étaient, on avait une pression au niveau des Canadiens et des Britanniques. Les Canadiens qui étaient côté route d'Arras et les Britanniques qui étaient ici côté Proville-Nierny. Alors, au milieu de ce bombardement, ce déferlement de feu, il y avait un abbé, l'abbé Tullier, l'abbé de Saint-Druon, qui était là. Et pourquoi il était là? Voilà. Écoutez, l'abbé Tullier était là curé depuis 1907, et puis lui était là parce qu'il avait récupéré des malades qu'on ne pouvait plus soigner, il n'y avait plus d'hôpitaux. Il n'avait pas évacué. Il n'avait pas évacué, il ne pouvait pas évacuer, ils étaient malades, et il les avait soignés mis chez lui, dans son presbytère, presbytère qui a été forcément aussi bien détruit. Donc il a caché ses blessés dans des cryptes, c'est ça? Non, ça c'était après. Lorsque son presbytère a été bombardé, bien détruit, il y avait une crypte sous l'église avec des fours. C'est une dame qui avait fait construire cette crypte pour se mettre lors de son décès. Et puis il les a mises dedans, voilà. Et puis voilà. Trouver la bonne solution. Il a trouvé la bonne solution. Et en plus, cette crypte était très profonde, donc à l'abri des bombardements.
Alors après, donc, les Canadiens arrivent, on va essayer de résumer un petit peu cette longue histoire. Les Canadiens arrivent, c'est lui qui les reçoit alors? Ben oui, alors, comment dire, c'est pas tout à fait lui. On avait ici monsieur, comment dire, le cultivateur ici à côté, qui voit arriver 5 soldats canadiens, il vient les présenter à la Bétulier, et dont l'un s'appelait Philippe, son nom m'échappe un peu. Pas grave. Bon. Alors, à l'issue de ça, donc, on va essayer encore d'aller un petit peu plus loin. L'habitué s'est retrouvé maire, c'est ça? Oui, alors, bon, effectivement, déjà la Bétulier avait quand même pas mal géré de problèmes pendant l'absence du maire, parce que le maire était parti dès le début des hostilités. Bon, il fallait, comment dire, les autorités militaires lui avaient demandé de faire des choses d'autres, et puis voilà, donc il s'est retrouvé. Après comment dire, l'arrivée des Canadiens, on l'a nommé maire par intérim de Cambrai, puisqu'il n'y avait plus personne. Et je pense qu'en fait, on s'est retrouvé, on est ici juste devant la mairie, qui était à l'époque la mairie provisoire, bien sûr. Oui, alors monsieur Labétulier a traversé la rue face à l'église. Il a trouvé une maison encore en bon état, avec une très grande salle. Donc il a installé le peu de meubles qui lui restait pour installer sa mairie provisoire. Eh bien, très bien, écoutez, on a vu pas mal d'anecdotes. Merci Yves pour tous ces renseignements. En tout cas, on peut se retrouver tous ces renseignements dans le livre Histoire du Faubourg Saint-Druon que vous avez écrit pendant l'occupation allemande 1914-1918. Merci Yves encore, et puis maintenant ce magazine est terminé. Je pense que vous avez apprécié toutes ces informations sur cette libération de Cambrai. Rendez-vous la semaine prochaine. Bonne semaine à toutes et à tous. On commence cet agenda avec la révélation du Festival d'Avignon 2017, une pièce Mon Ange inspirée d'une histoire vraie qui retrace l'histoire incroyable d'une jeune femme kurde devenue malgré elle symbole de la résistance. Étudiante à Alep, elle prendra les armes et défendra les siens et la liberté de penser. Rendez-vous au Théâtre de Cambrai le 19 octobre à 20h. À suivre, une pièce de théâtre, J'y suis, j'y reste, jouée par la troupe de l'Âge d'Or. Une restauratrice du quartier des Halles s'est fait dérober son sac à main contenant ses papiers d'identité. 10 ans plus tard, voulant épouser son barman, elle apprend que sa voleuse a épousé, en empruntant son propre nom, un jeune baron. S'ensuit de multiples quiproquos. Rendez-vous les dimanches 28 octobre et 4 novembre à 15h30 au Théâtre de Cambrai, prix 9 €, réservation au 03 27 82 28 40 et le dimanche 18 novembre à 15h30 au Centre socio-culturel Amérique.